Bienvenue sur Revenons-en aux faits. Le fait d'aujourd'hui, c'est la guerre des 6 jours, un sujet assez complexe qu'on tentera de comprendre ensemble. Pour ce faire, revenons en 1967 au Moyen-Orient. À cette époque, l'Égypte procède à de grands mouvements de troupes dans le désert du Sinaï et demande le départ des forces de maintien de l'ordre de l'ONU présentes depuis 1957. Mais pourquoi les forces de l'ordre de l'ONU, vous allez me dire? Bon, je vais vous expliquer tout ceci. Pour comprendre, faut qu'on revienne quelques temps en arrière en 1956. Cette année-là, une guerre israélo-arabe éclate, qu'on appelle aussi la crise du canal de Suez. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh bien, c'est une guerre qui opposa l'Égypte à une alliance secrète formée par la France, le Royaume-Uni et l'État d'Israël à la suite de la nationalisation du canal de Suez par l'Égypte de Gamal Abdel Nasser le 26 juillet 1956. باسم الأمة رئيس الجمهورية مادة 1 تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. Mais ce conflit s'était soldé par une défaite militaire, mais une victoire très importante pour l'Égypte. Là où réside la victoire du président Nasser, c'est qu'elle avait réussi à obtenir une pression diplomatique des States et des Soviétiques pour faire sortir Israël du Sinaï. Mais Israël veut quelque chose en échange. Et oui. Donc en échange, l'État hébreu obtient le maintien des casques bleus de l'ONU dans le Sinaï. Pourquoi? Eh ben, c'est pour être sûr que cette frontière reste démilitarisée. On ferme cette longue parenthèse et on revient en 1967. Après les mouvements de troupes de l'Égypte, cette dernière signe une alliance militaire avec la Jordanie. Et ces deux-là vont imposer un blocus sur le détroit de Tiran qui permet d'accéder à la mer Rouge par le golfe d'Aqaba jusqu'au port israélien d'Elat. Bref, vous avez compris l'importance de ce détroit. À cause de tout ça, une guerre éclate du 5 au 10 juin entre Israël et 3 pays arabes, l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. Mais il y a aussi un petit groupe de commandos qu'on appelle les Fedaïns palestiniens. Le 5 juin 1967, Israël lance des attaques contre ses voisins arabes. Mais pourquoi? Eh bien parce qu'elle considère le blocus comme un casus belli. Bon, à la fin de la première journée du conflit, la majorité de l'aviation arabe sont fait détruire. Mais du côté égyptien, la radio du pays annonce de grandes victoires militaires et elle insiste surtout sur le fait que l'aviation israélienne a été abattue, ce qui n'est pas vrai. Mais comme vous avez pu le comprendre, en réalité c'est un cataclysme pour les forces de Nasser qui subissent de lourdes pertes et, je pèse mes mots. Comme c'était pas suffisant, les généraux égyptiens cachent à Nasser l'effondrement de leur armée. C'était pas la meilleure idée et je vous laisse imaginer la réaction du président quand il a appris la vérité. Bref, avec ses 70 000 hommes et ses 700 blindés, rien que ça, Israël attaque les forces égyptiennes qui sont logiquement privées de soutien aérien. Et il leur faut seulement quelques jours à l'armée israélienne qui au passage s'appelle Tzahal pour conquérir le désert du Sinaï. À la suite de ça, un cessez-le-feu est accepté par l'Égypte le 8 juin. Bon, laissons l'Égypte de côté et direction la Jordanie. De ce côté, Israël brûle les communications et ça fait croire au Hussein de Jordanie que l'Égypte gagne, alors que comme on l'a vu, c'est pas du tout le cas. Et du coup, dans un élan d'euphorie, l'armée jordanienne commence à bombarder Israël et à occuper le QG des Nations Unies à Jérusalem le 5 juin. Mais comme vous l'aurez compris, les troupes israéliennes enregistraient des victoires militaires sur le front égyptien. Du coup, le ministre de la Défense israélienne de l'époque, Moshe Dayan, décide de rappeler ses troupes à Jérusalem. L'aviation jordanienne se fait donc détruire par celle d'Israël. Et comme c'était pas suffisant, les parachutistes israéliens encerclent et prennent le contrôle de Jérusalem et de toute la rive occidentale du Jourdain le 7 juin. Et le soir même, comme avec l'Égypte, un cessez-le-feu entre Israël et la Jordanie prend effet. On laisse aussi de côté la Jordanie et on fonce en Syrie, où les combats sur la frontière se limitent à des bombardements. Et oui. Mais le 9 juin, sans trop savoir comment, Moshe Dayan intercepte un télégramme qui lui assure que l'URSS ne va pas intervenir et lance donc Tzahal sur le plateau du Golan afin de l'occuper. Et en fin d'après-midi, les Syriens perdent leur position, mais l'avancée israélienne est limitée. Mais l'état-major syrien, lui, il a peur d'un contournement des Israéliens sur le plaine de la Bekaa au Liban. Du coup, il ordonne à ses troupes le 10 juin de fuir le Golan et de foncer sur Damas pour la défendre. Logique. Et dans l'après-midi, la ville de Quneitra tombe entre les mains d'Israël. Devant la situation, le dirigeant de l'URSS, Brejnev, menace les USA d'intervenir militairement et de façon directe. Comme vous pouvez vous en douter, cette menace pousse les deux superpuissances de l'époque à imposer un cessez-le-feu entre la Syrie et Israël, et prend effet le 10 juin, ce qui met fin à la guerre des 6 jours, parce que comme vous l'avez compris, ça a duré une semaine.
Oui, c'est assez court. Vous allez me demander combien il y a eu de morts. Mais avant ça, parlons de l'issue de cette guerre. Donc le résultat, c'est la victoire d'Israël et de son occupation par celle-ci du Sinaï, du Golan, qui sera d'ailleurs reconnu le 25 mars 2019 par Donald Trump. A presidential proclamation recognizing Israel's sovereign right over the Golan Heights. The state of Israel took control of the Golan Heights in 1967 to safeguard its security from external threats. Au passage, l'annexion n'est pas reconnue par les Nations Unies. Israël occupe également la Cisjordanie et la bande de Gaza. Et là, on arrive au nombre de morts. Donc cette guerre aura fait du côté israélien 779 morts, 2593 blessés et 15 prisonniers. Du côté égyptien, c'est entre 10 000 et 15 000 morts ou disparus et 4338 capturés. Du côté jordanien, c'est entre 700 et 6 000 morts ou disparus et 533 capturés. Et pour finir, côté syrien, c'est 2500 morts et 591 capturés. Il est intéressant de noter que de toutes les nations arabes, c'est l'Algérie qui va montrer sa grande solidarité envers les pays arabes engagés dans la guerre. Les Algériens vont descendre manifester et attaquer les instituts américains présents sur leur sol. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent que ce sont les Américains qui ont soutenu et armé les Israéliens. D'ailleurs, le président algérien de l'époque, Houari Boumediene, a rapidement réagi en envoyant des soldats au Caire afin de soutenir l'armée égyptienne. Mais comme un cessez-le-feu avait lieu entre l'Égypte et Israël, l'armée algérienne n'a pas pu s'engager. La défaite de la Syrie, le 10 juin, conforte la décision prise la veille par Gamal Abdel Nasser de démissionner de son poste de président de la République. Dans un discours télévisé diffusé le 9 juin 1967, Nasser, apparaissant effondré, assume entièrement sa responsabilité et annonce par surprise sa démission. Il lègue le pouvoir à Zakaria Mouhieddine, son vice-président en qui il a entièrement confiance. قد أكون بنيت عليها موقفي في الأزمة فإنني على استعداد لتحمل المسؤولية كلها ولقد اتخذت قراراً أريدكم جميعاً أن تساعدوني عليه لقد قررت أن أتنحى تماماً ونهائياً عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. Face à cette annonce, des centaines de milliers de partisans de Nasser, en Égypte et à travers le monde arabe, se rassemblent afin de protester sa décision. Au Liban, dans les villes de Beyrouth, de Tripoli et de Saïda, plus de 50 000 manifestants défilent dans les rues en hurlant « Vive Nasser !» Longue vie à Nasser ou encore la nation arabe te réclame au Nasser. Le lendemain, le Liban proclame unanimement son appui au président égyptien et une grève générale est décrétée. Après toutes ces agitations, Nasser revient sur sa décision et retire sa démission. Malgré le cataclysme face à Israël, son influence reste inchangée, mais il ne se remettra jamais de la honte infligée. Pour clôturer ce conflit, le 1er septembre 1967, la résolution de Khartoum est signée entre 9 pays arabes. L'Égypte, la Syrie, la Jordanie, le Liban, l'Irak, le Maroc, l'Algérie, le Koweït et le Soudan. La résolution constitua l'essence de la politique de ces gouvernements jusqu'à la guerre de Kippour de 1973 et appelle à une lutte permanente contre Israël pour regagner les territoires perdus pendant la guerre, à l'utilisation du pétrole arabe et de son extraction comme d'une arme diplomatique, à une collaboration militaire entre pays arabes pour se préparer à toute éventualité, à la défense des droits du peuple palestinien et à une aide économique pour l'Égypte et la Jordanie. La résolution contient également les 3 noms des relations israélo-arabes de l'époque, à savoir pas de paix avec Israël, pas de reconnaissance avec Israël et pas de négociation avec Israël. Le 22 novembre 1967, la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations Unies exige l'instauration d'une paix juste et durable au Proche-Orient. Mais comme on est dans cette région et que c'est souvent instable, la paix sera de courte durée. Mais ça, on le verra dans une autre vidéo. Merci à tous d'avoir suivi ma première vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas à me les envoyer. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.